Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Boutors, médecin anesthésiste à la maternité Jeanne de Flandre à Lille, pour explorer un sujet fascinant et souvent sous-estimé, la communication thérapeutique en obstétrique. Un échange sur des outils précieux pour une prise en charge plus humaine et efficace. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. C'est toujours un plaisir pour nous de te recevoir. Aujourd'hui, on va aborder l'hypnose médicale, l'hypnose en santé, en particulier en obstétrique. Pourrais-tu, s'il te plaît, commencer par nous rappeler à quoi correspond l'hypnose? Comment utiliser la transe spontanée dans les soins? Bonjour Océane, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de partager un de mes thèmes favoris, parce que pour moi c'est vraiment un élément important de la bienveillance et de la bientraitance que de savoir communiquer avec nos patientes et entre nous en plus. Alors, l'hypnose médicale, c'est un ensemble de techniques qui sont innées, en fait. C'est-à-dire que chacun sait, par exemple, quand on est en train de lire un texte du Conseil général qui est particulièrement casse-pied, ou un article qu'on doit lire pour la séance de biblio qui est particulièrement casse-pied et long à lire, chacun sait qu'on va facilement penser à sa liste de courses. Et donc, on est à la fois dans ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire lire l'article pour la séance de biblio, et en même temps, dans le grand magasin, en train de choisir ce qui va nous permettre de nourrir notre petite famille pendant la semaine. Et en fait, cette capacité à être là, tout en n'étant pas là, c'est une capacité qui existe dans notre cerveau, qui est naturelle et que l'hypnose médicale permet d'exploiter. En fait, c'est la balance entre la conscience critique, celle qui nous permet de raisonner, celle qui nous permet de réagir à une situation stressante, celle qui est basée sur l'adrénaline et sur le cerveau gauche, et donc la conscience modifiée, la conscience qui est plus de l'ordre de l'esprit, qui est en fait basé sur le fonctionnement du cerveau droit, et on est en permanence en balance entre l'un et l'autre, entre ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je construis, et mon rêve, ma réflexion, ma pensée, et puis mes désirs. Tout Et à donc fait. cette balance-là, on l'utilise pour extraire le patient ou la patiente d'une situation qui pourrait vivre comme étant stressante ou douloureuse. On sait qu'elle est capable de s'extraire de cette situation et puis de ne pas rajouter d'anxiété à un stress qui peut être un stress positif, hein, l'accouchement, mais qui reste quand même un moment stressant. Pour compléter, mais moi, par exemple, qui ne fais pas les courses, je me retrouve bien dans on dit la common everyday trance, par exemple, quand on conduit sur nos trajets habituels et qu'on n'est plus vraiment concentré sur la route, ou quand on court, par Absolument, exemple, pour les gens qui font de la course à pied ou et cetera. Tout à tout à fait. fait. Alors, comment utilises-tu cette transe dans les soins? Alors en fait, je crois que tous les soignants l'utilisent spontanément. Il y en a qui considèrent que c'est déjà de la distraction, hein, et on le voit bien chez les enfants quand on leur propose un jeu, ils vont accepter beaucoup plus facilement de faire un pansement ou d'avoir un soin. Après, la première chose, c'est que l'hypnose médicale, elle est basée d'abord sur la relation humaine. Et la relation humaine, ça passe par la communication. La communication positive, alors ça paraît un peu galvaudé ce terme de communication positive, mais c'est certain que si tu dis à une patiente, ne vous inquiétez pas,
le cerveau en état de stress, il n'entend pas les négations. Donc, elle va entendre un seul mot, c'est inquiéter. Si tu lui dis rassurez-vous, elle va entendre un mot, c'est rassurer. Et cet changement de forme de communication, d'emblée, elle va permettre à la patiente de se sentir en confiance, de se sentir protégée, en empathie, et donc se sentir soutenue. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisable tous les jours avec nos patientes, tous les jours dans notre vie de tous les jours, parce que avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, c'est une autre manière d'être que d'être à l'autre. Alors, un autre élément important de la communication thérapeutique et de l'hypnose médicale, c'est que quand tu parles à une patiente, quand tu es en train de donner des soins à une patiente, eh bien, tu es pas ailleurs, toi. Tu vas être dans la relation avec elle. Et tu es pas en train d'accueillir une patiente pour une césarienne qui est toute nue sur la table. Tu vas la couvrir, tu vas l'accueillir en lui parlant les yeux dans les yeux, pas derrière elle, mais les yeux dans les yeux. Il y a toute Le langage non verbal, tu veux dire. le langage non verbal. Et puis, t'es pas derrière en train de préparer tes drogues en parlant de tes vacances. Tu es là pour elle. Et ça, c'est vraiment la base de la communication thérapeutique. C'est-à-dire avoir un langage positif et être en relation humaine avec la patiente pendant tout le temps où elle en a besoin. Après ça, elle, c'est une personne autonome. Et une partie de l'hypnose, c'est aussi de permettre aux patients d'utiliser leurs ressources à elles et de leur dire, ben voilà, vous avez en vous les ressources pour surmonter cette douleur. Vous avez en vous la ressource pour surmonter votre anxiété. Pensez à un moment rigolo. Pensez à quand vous soufflez sur une bougie d'anniversaire et vous voyez la flamme de la bougie qui va et qui vient et qui grandit et qui bleuit et qui rougit et qui devient orange. Et simplement en fixant son attention là-dessus, on la défixe de la douleur et de l'anxiété. Et ces petites techniques-là vont permettre que la patiente se sente bien plus à l'aise, bien plus en confiance. Et à partir de là, le soin, il est bien plus simple. Et on peut s'imaginer que c'est consommateur de temps, mais en fait, pas du tout. On gagne beaucoup de temps en étant à l'autre, à l'écoute de l'autre et dans cette relation positive, humaine. Dans quelles circonstances tu utilises l'hypnose en pratique? Alors, en fait, pour moi, l'obstétrique, c'est vraiment un endroit magique pour utiliser l'hypnose, que ce soit pour l'hypnoanalgésie de l'accouchement. On accompagne un événement qui est heureux. On accompagne la naissance d'un bébé avec de la gestion de la douleur, avec de la gestion de la mécanique obstétricale, avec un effort physique qui est extrêmement important pour la maman, hein. C'est un vrai marathon, hein. Et donc, il faut pas nier ça. Mais par contre, le positiver, se donner les moyens de mettre en valeur tout ce qui peut être positif pour la maman, pour le couple et pour le bébé, ça, c'est vraiment un outil formidable. Et puis après, il y a quand même une circonstance où moi j'ai commencé quand je me suis formée à l'hypnose, c'est les interruptions médicales de grossesse et les morts fœtales. C'est vraiment les moments les plus poignants parce que ben les mamans elles sont tellement en demande d'un accompagnement, d'un soutien dans une épreuve qui est une épreuve extrêmement difficile. Et le fait d'être avec elles, de faire un vrai accompagnement de deuil, leur permettre de dire, ben voilà, je prends mon bébé par la main et je l'emmène dans une étoile, dans un arbre, voilà. De permettre au papa d'être là, et ça, c'est juste extraordinaire.
Et puis après ça, il y a la césarienne en urgence, par exemple, où la dame, elle n'a rien demandé à personne. Il y a la sage-femme très, très stressée qui voit une bradie, qui appelle tout le monde. Elle voit arriver des tas de gens qu'elle connaît pas. Et là aussi, l'hypnose peut aider énormément puisque on va lui dire, ben voilà, vous êtes comme un pilote de course qui s'arrête au stand. Il y a des tas de gens qui vont s'occuper de vous pour que vous alliez bien et que votre bébé aille bien. Vous allez vous focaliser sur bien respirer pour envoyer plein d'oxygène à votre bébé. Et ça lui permet de s'extraire du contexte extrêmement stressant que représente la césarienne en urgence. Et parmi éventuellement des gens qui parlent fort et tout ça, le simple fait de venir parler et dire ça tout bas à l'oreille de la patiente, eh bien, elle va avoir une bouée auquel se raccrocher et ça va lui permettre de vivre cet événement en étant en plus actrice puisque elle respire pour envoyer de l'oxygène à son bébé. C'est Et puis vraiment des petites choses, c'est un bel mais exemple c'est que même formidable. dans le contexte de l'urgence, on peut, utiliser, Absolument. l'hypnose. Oui, Tout en super. faisant son travail, hein. La patiente, elle attend de nous qu'on fasse notre travail de professionnel. Mais si on l'accompagne par cette petite phrase, ça nous prend pas de temps. On lui cause dans l'oreille et elle sait qu'elle peut s'appuyer sur quelqu'un qui va lui expliquer et qui va l'aider à bien oxygéner son bébé. Est-ce que tu trouves aussi une place dans la prise en charge de la douleur aiguë? Bien sûr, la douleur aiguë, en fait, elle met les patientes en transe négative. C'est-à-dire qu'elle occupe tout le psychisme de la patiente. Et en particulier, je pense à ces patientes qui sont hyperalgiques. Je vais te donner un exemple d'une patiente qui peut pas avoir de péridurale et donc on lui déclenche son accouchement parce que son petit problème hémato il est en train d'évoluer. C'est un problème chronique, hein, mais du coup tout le monde est un peu hyper stress autour de ce problème hémato et on va lui déclencher son accouchement et elle va rester une dizaine d'heures à avoir des contractions hyperalgiques déclenchées sur des prostats et ensuite avec du synto. Et tout le monde est bienveillant. Tout le monde vient lui dire, on est là avec vous. Il y a même une sage-femme qui lui fait un petit peu d'hypnose, qui l'emmène dans une clairière. Mmh. Donc elle essaie de partir dans une clairière. Mais ce qu'elle raconte, elle, c'est que, en fait, elle est en chien de fusil, en étant extrêmement douloureuse et en ayant l'impression qu'elle va mourir et que elle s'observe, elle, en chien de fusil sur la table. C'est comme si elle était sortie de son corps. C'est une dissociation aiguë due à l'intensité de la douleur. Et ça, c'est un accouchement de base, en fait, hein. C'est vraiment, et elle raconte ça. Elle dit, j'étais sortie de mon corps, j'étais derrière mon corps et je me regardais en chien de fusil avoir mal à en mourir. Et au bout d'un moment, évidemment, le travail se fait pas et on lui explique qu'on va lui faire une césarienne. Et elle dit là, je suis tellement sortie de mon corps que je suis dans le mur, installée sur le mur et que je me vois partir en césarienne comme si je partais vers ma tombe. Donc, Donc tu c'est des vois mots très forts, hein. l'intensité, le côté poignant de ce qu'elle raconte. Qui plus est, comme elle a un problème hémato, elle saigne. Donc, elle a confiance dans l'équipe. Elle sait qu'elle est réanimée. Et puis, elle va partir en réa après. Et là, elle se voit dans la chambre. On lui dit qu'elle est susceptible d'avoir une hystérectomie. Elle se dissocie dans la chambre vide de son deuxième bébé. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième bébé parce qu'une hystérectomie. Et en fait, tout ça, elle le vit à l'intérieur et elle n'en fait part que 15 ans plus tard, au moment de la grossesse suivante. C'est peut-être pas 15 ans, mais il y a d'autres patientes pour lesquelles c'est 15 ans. C'est juste très impressionnant. Elle est avec ce poids-là, cette dissociation, cette sidération-là pendant plusieurs années. Et quand elle est à nouveau enceinte, ça va la submerger. Elle va plus être capable de plus rien faire parce que elle est terrorisée par l'accouchement suivant, qui globalement va bien se passer parce que on a pris en charge ces événements
Et d'ailleurs, il a fallu plusieurs consultations pour débriefer les 3 sidérations de suite, en fait. Et là, l'hypnose, elle est extraordinaire parce qu'on arrive à reconfigurer ça, à emmener ce poids énorme, soit dans une montgolfière et on lâche du lest, soit dans le compost. Et il y a une de mes patientes qui me dit, à la fin de la consultation, vous avez fait fleurir des coquelicots sur mon compost. Alors, ça reste très imagé. C'est un peu loin de l'anesthésie. Mais en même temps, comme on a relu l'événement, qu'on a bien expliqué grâce à cette capacité, donc ce que les psychologues peuvent pas faire, c'est-à-dire reprendre la feuille d'anesthésie de l'accouchement précédent, reprendre le partogramme de l'accouchement précédent, de dire, ben voilà, vous dites que vous l'avez ressenti comme ça, ben, on voit bien là, votre VA, elle est à 100 sur 100, donc on voit bien que vous avez mal. C'est légitime que vous ayez vécu ça et c'est normal de l'exprimer comme ça maintenant. Et donc toujours donc ratifier que la patiente a ressenti, le réifier, c'est-à-dire le transformer en chose qu'on va pouvoir bouger, le transformer en couleur, qu'on va pouvoir modifier. Tout ça, c'est des outils hypnotiques qui sont super intéressants à apprendre et qui sont vraiment Tiens, quand je vois mes patientes arriver toutes crispées et ressortir avec l'esprit léger et comme libérées d'avoir déposé leur sac, d'avoir déposé ce vécu si poignant, eh bien, je suis contente. Et c'est aussi pour moi un énorme plaisir que de faire de l'hypnose médicale. Merci pour ce partage d'expérience et puis pour les partages de ces situations, de ces témoignages. C'est vraiment toujours plus intéressant avec un exemple concret. Tu m'avais évoqué la place qui demeure très limitée de l'EMDR. Est-ce que tu voudrais dire un mot là-dessus pour conclure cet épisode? Alors, c'est pas très, très limité, c'est juste que c'est un outil parmi les autres. C'est un outil qui a été découvert par hasard, et qui vise à reproduire les mouvements oculaires du sommeil paradoxal et on s'est aperçu que ça a aidé à ranger la mémoire vive dans la mémoire lente. En fait, je caricature un petit peu, parce que, mon niveau de psychologie, c'est les smileys, tu vois? Donc je ne prétends en aucune façon être psychologue ou psychiatre, ni avoir de compétences, en ce domaine. Hem mais l'intérêt de cette intégration par le mouvement oculaire ou par des mouvements alternatifs, c'est que ça participe de, la prise en charge du traumatisme et de la relecture du traumatisme et ça aide à l'évacuer, en fait. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que comme on se replonge dans le trauma, eh bien la patiente, elle peut être, très, très mal au moment où on fait ces exercices-là et qu'il faut toujours, toujours, toujours commencer par la mettre dans un, lieu de sécurité, c'est-à-dire un lieu où elle se sent protégée, où elle se sent, elle-même et vraiment en toute sécurité et afin qu'elle puisse y retourner si elle se sent pas bien, du fait d'avoir évoqué à nouveau, son trauma psychique. Très bien, on retient donc le MDR comme un outil complémentaire dans ce contexte. Pour synthétiser cet épisode, je propose de rappeler, d'identifier puis utiliser la transe positive, réorienter l'éventuelle transe négative naturelle, baser l'hypnose. L'hypnose est basée sur la relation humaine. Ne pas oublier d'utiliser le langage non verbal, d'être là pour notre patiente en se tournant vers elle, en la regardant dans les yeux, d'utiliser une communication thérapeutique positive, des mots positifs, éventuellement fixer l'attention ailleurs que sur la douleur et l'anxiété, peut-être réifier, rendre la sensation, la douleur comme une chose pour l'éloigner, pour la ranger. L'hypnose qui est utilisable dans beaucoup de circonstances et notamment en obstétrique, y compris en urgence ou dans les contextes de douleurs aiguës où les patientes peuvent expérimenter une sidération forte. Et également, retenir que le MDR peut être un outil complémentaire dans ce contexte.
Merci Anne-Sophie pour cet épisode hyper intéressant de Merci domaine beaucoup, Océane. qu'on va vraiment apprendre à appréhender de mieux en mieux. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.